Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle causerie dont le sujet est Dis-moi Mariama, quels sont les 5 préjugés les plus courants lorsque l'on est en couple avec un Africain d'Afrique? Je suis Mariama et je vous dis tout. Alors, quelques définitions pour commencer, comme j'aime à le faire. D'abord, qu'est-ce que sont les préjugés? Les préjugés, d'après le dictionnaire Le Robert, sont des opinions ou des croyances préconçues qui sont généralement issues du milieu dans lequel on évolue. Les préjugés peuvent être positifs ou négatifs et ils peuvent s'appliquer à une personne, à un groupe de personnes ou encore à un lieu ou une situation. Ce qu'il y a de négatif dans le préjugé, enfin ce qu'il y a de plus défavorable dans un préjugé, c'est qu'il va conditionner les opinions et également les attitudes que l'on peut avoir vis-à-vis, comme je le disais, d'une personne, d'un groupe de personnes, d'un lieu ou encore d'une situation. Alors, deuxième définition, les Africains d'Afrique. Alors, cette expression, c'est celle que j'utilise pour qualifier des personnes qui sont nées et qui ont grandi en Afrique et qui ont migré en Europe et en France particulièrement à l'âge adulte. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait une bonne partie de leur vie en Afrique et notamment les années les plus structurantes qui sont celles de l'enfance et de l'adolescence. Alors, je préfère utiliser cette expression-ci plutôt que de parler de blédard, hein, comme on l'entend très souvent, parce que je trouve que l'expression blédard, elle porte en elle, elle traduit une forme de condescendance à laquelle moi je n'adhère pas, dans laquelle je ne me retrouve pas. Me concernant, dans ma vie sentimentale, j'ai vécu plusieurs relations avec des Africains d'Afrique. Et d'ailleurs, les histoires qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus apporté, ont été vécues avec des Africains d'Afrique. Donc j'ai une espèce d'attirance, je dirais, particulière pour ce type d'homme, sans savoir exactement pourquoi. Ont-ils une aura qui m'attire particulièrement? Je ne sais pas. L'autre chose quand même que je voulais préciser, c'est que là, je vais parler de couple femme-homme parce que mes causeries, enfin mes vidéos témoignages qui introduisent mes causeries, elles reposent sur mes témoignages. Et donc, ça va être un point de vue qui va pas être le plus inclusif, évidemment, mais ça traduit les situations que moi, j'ai eu à vivre. Et de même, les personnes autour de moi ont pu me faire part de certaines expériences qu'elles ont vécues. Et en général, c'était des femmes qui échangeaient par rapport aux relations qu'elles vivaient avec des hommes. Donc ici, je vais parler des hommes africains d'Afrique, en sachant que ce type de situation peut se produire également avec des femmes qui sont nées et qui ont grandi là-bas. Alors les 5 préjugés sur lesquels je vais commenter, faire des remarques, analyser, sont les suivants. D'abord, il est avec toi pour les papiers. Le deuxième, il a déjà une femme au pays ou bien il en prendra une à un moment ou à un autre. Le troisième, c'est que il est arriéré et pour lui, le rôle de la femme se limite à l'éducation des enfants et aux soins du foyer. Le quatrième préjugé, c'est selon lequel vous n'avez pas les mêmes références, donc vous ne pouvez pas vous comprendre. Et enfin, le cinquième, il envoie tout son argent au pays. Donc pour chacun de ces préjugés, je tenterai une explication pour pouvoir définir d'où vient ce préjugé, quel en est le fondement, et puis je partagerai également mon point de vue tiré de ma propre expérience par rapport à ces différents préjugés. Alors d'abord, il est avec toi pour les papiers. Alors celui-ci, il part du présupposé que tous les Africains d'Afrique qui viennent en Europe n'ont pas de papiers, sont dans une situation de clandestinité. Donc ils sont dans une situation administrative irrégulière. Alors là, c'est méconnaître quand même le fait que on peut être dans une situation de migration pour plein de raisons différentes et ça peut être tout à fait une migration qui est légale. Donc on entre dans le pays légalement, on a un titre de séjour qui est délivré tout aussitôt et donc on évolue dans ce pays. Alors, il est vrai que de nombreux Africains d'Afrique n'arrivent pas dans cette situation-là. Même s'ils entrent dans le pays de manière légale, il n'en demeure pas moins que c'est avec un visa touristique qui arrive à expiration et puis il reste ici. Ce préjugé, en fait, il se fonde sur différentes situations que j'ai pu observer et je dirais 2 en particulier. D'abord, par rapport aux parents. Bien souvent, les parents qui eux-mêmes ont migré vont arranger pour leurs filles des mariages avec les cousins d'Afrique, si je peux le dire ainsi, dans le but explicite qu'ils puissent migrer en Europe et donc pouvoir tout simplement travailler,
avoir des sous et permettre de soutenir financièrement, matériellement leur famille restée au pays. Donc en cela, les parents contribuent aussi à faire de ce préjugé une réalité parce que bien des femmes ont vécu ce type de mariage et se retrouvent effectivement mariées à un homme pour qu'il puisse obtenir une situation administrative régulière. La deuxième situation, ce sont des hommes qui ont déjà fait la migration, sont déjà installés en Europe et vont choisir spécifiquement de se mettre en couple avec des femmes qui ont la nationalité française parce qu'ils savent qu'avec elles, ils vont pouvoir soit en fondant une famille, donc en ayant des enfants français, soit en contractant un mariage civil, pouvoir obtenir un titre de séjour et donc être en situation régulière. Donc ils mettent en place des stratégies qui vont leur permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et une fois les objectifs atteints, dans un temps très court après que leur situation administrative se soit réglée, soit qu'ils aient uniquement un titre de séjour ou une carte de résident ou encore la nationalité française, eh bien très rapidement, ils mettent un terme à leur relation. Donc ce qui là vient interroger, c'est le fait qu'il y ait ce laps de temps très court entre la situation administrative qui s'améliore et le fait de mettre terme au couple. Est-ce qu'il préexistait déjà des difficultés? Est-ce que en réalité c'était uniquement une stratégie? Qu'importe, il n'en demeure pas moins que ça laisse penser que ces stratégies-là sont bien réfléchies, que la relation depuis le départ en fait avait un terme qui était déjà défini et qui correspond à la date à laquelle, quasiment à quelques mois près, voire à quelques jours près, correspond à la date à laquelle ils obtiennent une régularisation. Donc ce préjugé-là, il a quand même un fondement qui est bien réel, hein, que je vous ai illustré là par deux éléments. Me concernant, mon mari, donc lui, il est arrivé en France à l'âge de 27 ans. On s'est rencontrés très peu de temps après qu'il vienne. Je lui avais posé la question, hein, je lui ai demandé est-ce que tu es rentré en France légalement. Je me voyais pas lui demander de but en blanc est-ce que tu as les papiers, mais comme j'avais intériorisé ce préjugé, il me fallait pour moi pouvoir le vérifier et m'assurer qu'il était avec moi en toute sincérité. Donc il m'a répondu oui, qu'il est rentré légalement. Simplement plus tard, à l'occasion de contrôles qui avaient lieu, de contrôles d'identité, hein, qui étaient effectués par la police nationale à la gare du lieu où il habitait, ben, on a eu l'occasion d'échanger à nouveau à ce propos-là. Moi, je m'indignais de ce genre de contrôle. J'expliquais à quel point ça pouvait être anxiogène pour les personnes dans cette situation. Et là, il me dit que, en effet, c'est sa situation à lui. Donc là, je n'ai pas bien compris, hein, je lui ai demandé de m'expliquer parce que je lui avais posé la question. En réalité, il avait répondu à ma question, uniquement à ma question. Il n'était pas entré dans d'autres explications parce que je ne lui avais pas non plus demandé quelle était sa situation réelle. Donc il aurait bien pu le faire, évidemment, pour clarifier les choses, mais il ne l'a pas fait. Donc j'ai assisté encore avec lui à 2 contrôles d'identité à la même gare et je l'avoue que moi, ça m'a quand même fait craindre par rapport à notre projet d'avenir. Très tôt, lui et moi, en fait, on s'était déjà engagés. À peine un mois après qu'on se rencontre, son oncle avait contacté mon père pour demander ma main. Donc, on était tous les deux dans une perspective d'avenir, d'engagement, de construire quelque chose ensemble. Et donc, c'est moi qui lui ai proposé qu'on fasse un mariage civil assez rapidement, dans le but qu'il puisse effectivement avoir une situation administrative qui lui permette de tout simplement d'être là et de nous donner la chance à tous les deux de pouvoir vivre une relation durable. Donc c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il a acquis la nationalité française par notre mariage et je n'ai pas senti qu'à un moment donné de notre histoire, il y ait eu en fait une stratégie qu'il avait mise en place dans le but d'améliorer sa situation, enfin de régler même, de régulariser sa situation administrative. Même si on a eu beaucoup de disputes, même si on s'est séparés plusieurs fois, à aucun moment en fait je n'ai senti que c'était quelque chose qui avait été pour lui de mûrement réfléchi avec un terme qu'il imaginait à la relation. Pour moi, si tel avait été le cas, il a eu des occasions de pouvoir partir à ma demande et de pouvoir justement camper sur sa position et dire de toute façon, je n'ai plus rien à perdre, je suis français, je peux la quitter. Elle m'a demandé de partir, du coup, je ne reviens pas et je continue ma vie. Donc tel n'a pas été le cas pour ce qui me concerne, mais je sais bien que ce sont des situations qui ont été vécues. J'ai même été témoin assez proche de ce genre de situation. Donc le deuxième préjugé, c'est il a une femme au pays ou bien il en épousera une tôt ou tard. Eh bien ça part de la croyance selon laquelle les Africains sont polygames. Les Africains sont polygames
Oui, il y en a certains, mais pas forcément. Alors déjà, comme je l'expliquais, moi, les Africains d'Afrique, je les caractérise par le fait qu'ils aient passé une partie de leur vie en Afrique et qu'ils aient migré à l'âge adulte. Donc pour certains, effectivement, ils ont déjà établi une famille au pays. Ils n'ont pas forcément rompu l'union en question dès lors qu'ils ont eu ce projet migratoire. Donc de fait, il peut y avoir une femme encore au pays et même des enfants. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant aussi parce que de nombreux Africains d'Afrique savent que c'est une situation qui n'est pas acceptée par les femmes ici, donc ils ne le dévoilent pas forcément. Et ces situations de polygamie qui sont cachées, elles peuvent survenir dans différentes situations. Je vais en énumérer certaines ici. Alors d'abord, comme je le disais, le fait d'avoir eu cette expérience de migration et d'avoir laissé une femme et des enfants au pays sans forcément dévoiler à la personne avec laquelle on se met en couple dans le pays d'accueil qu'on est déjà marié. Donc ça, c'est une situation de polygamie cachée qui peut effectivement survenir. La deuxième, c'est que parfois sous la pression familiale, et notamment la pression de la maman, un homme qui va s'installer dans un pays d'Europe, et en France particulièrement, puisqu'il s'agit du pays dans lequel nous vivons, enfin je vis en tout cas, donc ils vont migrer en France, et sous la pression de la maman, elle va exhorter son enfant à se marier avec une femme au pays dans le but qu'elle puisse vivre auprès d'elle, la soutenir et puis aussi faire des enfants qui resteront avec la mamie. Donc c'est une situation qui peut arriver à certains hommes qui se retrouvent donc à l'occasion d'un voyage, enfin qui se marient à l'occasion d'un voyage et qui ne révèlent pas forcément à la femme avec laquelle ils sont en France qu'ils ont contracté un autre mariage. La troisième situation, ça va être des hommes qui vont considérer que la polygamie, en tout cas avoir une femme en Afrique, c'est aussi un signe extérieur de réussite. Donc une fois qu'ils se sont installés en France, qu'ils ont commencé à travailler, ils ont même constitué une famille ici, à l'occasion d'un voyage de nouveau, ils vont contracter un autre mariage sans pour autant le révéler à la femme avec laquelle ils sont ici et ça donne de nouveau une situation de polygamie. Donc différentes situations qui peuvent amener quand même à donner corps à cette croyance selon laquelle les Africains d'Afrique sont polygames, que soit ils ont une femme déjà au pays, soit à un moment ou un autre de la relation, ils iront contracter un autre mariage. Il y a également une autre situation, alors c'est pas une polygamie avérée, mais c'est une espèce de menace à la polygamie. Ça va arriver dans certains couples constitués entre donc une Française, je le dis une Française de nationalité, une Africaine de France et un Africain d'Afrique, parce qu'il va, lorsqu'il va essayer de modifier certains des comportements de la femme avec laquelle il est, lorsqu'il n'a pas prise dessus, il peut assez régulièrement déjà la comparer avec des femmes du pays et du coup dévaloriser la femme avec laquelle il est en valorisant excessivement la vertu, les qualités de femmes en Afrique. Ou bien l'autre chose, c'est la menacer de si elle ne modifie pas les comportements qui lui déplaisent, eh bien d'en épouser une autre. Donc, dans toutes ces situations-là, qui sont vécues, hein, qui sont réelles, moi j'ai été témoin plus ou moins direct de ce genre de situation, eh bien, forcément, ce préjugé selon lequel ils sont polygames, enfin les Africains d'Afrique sont polygames, vient quand même avoir une certaine consistance. Alors, me concernant, mon mari, comme je le disais, il a migré, il avait 27 ans, il avait effectivement une première union au pays, de laquelle est née une fille hein, qui vit désormais avec nous. Par contre, lorsque s'est posé la question de la polygamie, moi je l'ai posé la question assez rapidement, puisque j'ai un point de vue assez fermé dessus, même dirais-je. Il m'a assuré que c'est pas une situation, une composition familiale dans laquelle il se voyait, c'est quelque chose qu'il avait déjà vécu lui-même, et il en avait un point de vue très négatif qui rejoignait assez le mien. Donc j'ai pas eu ni de menaces de cet ordre-là. J'ai eu quelques craintes, je dois l'avouer, parce qu'il fait des voyages réguliers en Afrique. Je dois avouer que voilà, j'ai quand même eu de temps en temps des craintes quant au fait qu'il puisse, à un moment donné, envisager aussi d'avoir une épouse là-bas. Tel n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui. Du moins, c'est ce que je pense. Le troisième préjugé, c'est il est arriéré. Pour lui, le rôle de la femme se réduit à s'occuper des enfants et à s'occuper du foyer. Alors, ce préjugé-là, il est aussi lié à l'histoire migratoire des parents. Bien souvent, en fait, juste un petit retour historique, la migration, on va dire les vagues de migration des années à peu près 60-70 étaient beaucoup des migrations masculines pour le travail. Donc les hommes venaient en Europe,
Le but, c'était qu'ils puissent s'enrichir le plus possible, mais ils retournaient au pays, ils prenaient femme, voilà, avec des allers-retours, ils finissaient par constituer leur famille au pays. Puis au fur et à mesure, en fait, avec l'arrêt, la grande limitation puis l'arrêt de cette immigration de travail, eh bien, est venue s'ajouter une nouvelle situation, c'était plutôt le regroupement familial. Donc des femmes sont venues rejoindre leur mari, finalement fonder leur foyer ici, mais dans la manière dont les rôles étaient répartis dans le foyer, ça ressemblait à ce qu'ils avaient laissé, c'est-à-dire des rôles assez genrés. Or, dans la société française, les choses ont beaucoup évolué par rapport à la répartition des rôles au sein d'un foyer entre un homme et une femme, et notamment à la faveur de l'entrée sur le marché du travail d'un grand nombre de femmes, avec tous les mouvements féministes également. Et aujourd'hui, le modèle qui est promu, le modèle vers lequel la plupart des personnes veulent tendre, c'est celui dans lequel il y a une répartition, même une égalité, au niveau de l'implication entre les hommes et la femme, de la même manière que les femmes peuvent travailler, ce qui vient modifier aussi la façon dont elles peuvent s'investir dans la maison. On demande aux hommes qui, eux, avaient déjà accès au marché du travail, eh bien de s'investir plus à la maison, de sorte qu'il y ait une égalité au niveau de la répartition des rôles au sein du foyer. Alors c'est un objectif vers lequel on tend, simplement ce n'est pas une organisation familiale qui est universelle. Or, nous ayant grandi en Europe, en France particulièrement, avec ce modèle-là, en tout cas moi je sais que je l'ai intériorisé, eh bien il y a cette attente que la personne avec laquelle on est en couple adhère aussi à ce modèle-là, même si on ne le verbalise pas. Et c'est là que vient parfois, comment dire, vient parfois des incompréhensions entre les attentes des uns et les attentes des autres. Si le modèle dans lequel l'homme et la femme ont évolué, a été intériorisé par eux et fait sens, alors s'ils décident que les rôles dans la maison sont plutôt genrés, tout va bien. Simplement, la situation dans laquelle souvent on se retrouve, c'est qu'il n'y a pas un accord par rapport à ça. La personne qui est née, qui a grandi en Afrique, a souvent été exposée à ce modèle-là, dans lequel la femme va souvent s'occuper des enfants et de la maison, même si elle a une activité à l'extérieur, il n'en demeure pas moins qu'elle continuera à s'occuper des enfants et elle continuera à s'occuper du foyer et de son époux. Ici aussi, ce sont des situations qui se sont, comme je le disais, reproduites dans le cadre de la migration liée au regroupement familial. C'est-à-dire que même si à un moment donné, les femmes ont eu accès au marché du travail, par nécessité ou par opportunité, à la maison, les choses n'ont pas forcément évolué. L'homme continuait à avoir un rôle limité sur les aspects éducation des enfants. Là, c'est vraiment une généralité que je fais, hein, sur l'éducation des enfants et sur l'entretien du foyer. Donc c'est un modèle voilà qui a perduré. Et en général, quand on est exposé comme ça à une forme de norme, c'est soit on y adhère, on le reproduit parce que ça fait sens pour soi, soit on n'y adhère pas et en fait on s'inscrit plutôt en opposition par rapport à ce modèle. Donc dès lors que dans le couple, il y a une personne qui s'identifie à ce modèle-là, et une autre qui plutôt s'inscrit en opposition, eh bien effectivement ça donne lieu à de nombreuses discordes à ce propos-là. Et c'est de là que peut naître cette croyance selon laquelle les Africains d'Afrique ont cette vision-là qui est ancrée en eux, sur laquelle ils ne bougent pas. Le rôle de la femme, c'est de s'occuper des enfants et du foyer. Alors pour ma part, effectivement, c'est aussi une croyance que j'ai intériorisée, si bien que lorsque j'ai rencontré mon mari, j'ai essayé de camper ce rôle-là, le rôle que je pensais qu'il attendait d'une femme, c'est-à-dire être celle qui va s'occuper de la maison et particulièrement être celle qui cuisine tous les jours 1 à 2 plats différents. J'ai essayé de camper ce rôle-là, sauf que c'est un rôle dans lequel moi je ne me retrouve pas du tout. C'est pas la vision que j'ai par rapport à une vie de famille équilibrée, à une vie de couple d'abord, puis à une vie de famille équilibrée, si bien qu'on s'est souvent disputé à ce propos-là. Il me reprochait de ne pas cuisiner. Donc au fur et à mesure, donc avec beaucoup de communication quand même, avec beaucoup de disputes aussi, qui peuvent être une occasion du coup d'aplanir les choses, il a fini par comprendre que je ne pourrais pas être cette femme-là. J'avais d'autres qualités, mais pas celle-ci. Et donc au fur et à mesure, on a réussi à trouver un équilibre dans lequel il cuisine, je cuisine également, il s'occupe des enfants et je m'en occupe également. Donc un fonctionnement qui finalement nous convient à tous les deux et qui s'oriente plus vers le modèle qui est actuellement promu ici en France. Le quatrième préjugé, c'est celui selon lequel vous ne pouvez pas vous comprendre parce que vous n'avez pas les mêmes références. Donc alors, il est vrai que souvent on se dit que
enfin, on se dit qui se ressemble s'assemble. Dans cette ressemblance qu'il y a entre les individus, ce sont des références communes, des goûts communs, le fait de rire des mêmes choses, de pouvoir avoir des discussions sans pour autant être dans une simplification de la communication ou bien dans des explications par rapport à des choses qui semblent être du bon sens. Un espèce d'implicite partagé, comme j'aime à l'appeler, des choses qui paraissent évidentes pour l'un comme pour l'autre. Lorsqu'on est en couple avec un Africain d'Afrique, alors même si la langue peut être commune, hein, puisque je reviens encore un petit peu sur l'histoire, cette longue relation qu'il y a entre la France et de nombreux pays d'Afrique fait que le français est une langue officielle qui est enseignée à l'école. Donc beaucoup de personnes originaires d'Afrique maîtrisent la langue française ou tout du moins comprennent la langue française, savent la parler sans pour autant pouvoir la maîtriser de la même manière que nous qui sommes nés et qui avons grandi ici. Donc si bien que dans la communication, il peut y avoir un petit peu plus de lourdeur, comme je le disais, peut-être de simplifier la communication ou bien de devoir expliquer des choses qui nous paraissent aller de soi, ce qui fait que effectivement la communication peut être moins fluide. On peut parfois s'empêcher d'aborder des sujets de fond, d'aller dans une certaine profondeur par rapport au débat également, et ça vient avoir un impact sur la complicité au sein du couple. Il est vrai que la complicité pour moi c'est quelque chose voilà qui est fluide, quelque chose qui est facile, quelque chose qui est assez spontané. Et là avec la question de la langue, la question de la maîtrise de la langue encore une fois hein, dans toutes ses subtilités, fait que ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors il est vrai que pour tout couple, quel que soit son parcours, son histoire, le grand défi c'est de pouvoir être une unité avec les différences des uns et les différences des autres. Mais c'est vrai que lorsqu'on constitue un couple avec un Africain d'Afrique, il y a cette question de la langue qui peut venir rendre le défi encore plus ardu. Me concernant, mon mari, il a été scolarisé en Afrique, il comprend le français, mais c'est vrai que j'ai noté une différence entre le début de la relation et aujourd'hui. Donc nous, on a pu communiquer assez facilement. J'ai toujours fait un effort, moi, au niveau de la façon dont je m'exprime pour expliquer les choses, être un petit peu dans la pédagogie, ne pas corriger les fautes ou autres, et plutôt être dans l'exemplarité, c'est-à-dire de répéter le mot comme il se doit en le corrigeant pour que l'autre puisse en fait l'intégrer. Ce sont des choses qui aujourd'hui, je me rends compte après 10 ans de relation, ont permis d'améliorer la qualité de notre communication. Aujourd'hui, on aborde des sujets bien plus profonds qu'on ne l'a fait au début de la relation. Je sens que lui a pris aussi beaucoup confiance en lui. Alors c'est dû certes à la meilleure maîtrise de la langue parce qu'elle est aussi beaucoup plus pratiquée. Quand on est dans un milieu dans lequel on continue à parler principalement sa langue d'origine, effectivement, c'est autant moins de pratique qu'on a de la langue française. Or ici, dans le contexte de la migration, le fait de travailler, le fait aussi d'être en lien avec une personne qui ne parle pas la même langue d'origine, que soit le fait d'avoir affaire à des administrations ou autres, sont autant de contextes qui permettent de pratiquer la langue et donc de la maîtriser de plus en plus. L'autre chose qui peut aider par rapport à ces références communes, du coup qui sont plutôt à construire, qui ne sont pas données au début de la relation, c'est le fait justement d'avoir cette histoire commune, d'avoir des souvenirs en commun, de partager des projets, de partager une vision de l'avenir ensemble, de beaucoup communiquer aussi. Donc ce sont autant de choses qui font que cette difficulté peut apparaître à un moment de la relation et du coup être moins prégnante à un autre moment à la faveur de tous ces éléments-là. Le dernier préjugé, c'est il envoie tout son argent en Afrique. Alors, donc, il peut y avoir plusieurs motifs de migration, comme je le disais au début, mais la migration dont on parle, dans laquelle peut se produire cette situation-là, c'est la migration économique. En fait, souvent, lorsque la personne vient en France dans le but d'améliorer sa situation économique, matérielle, généralement, c'est pas un projet individuel, ça va être un projet on va dire familial, collectif, avec, la personne devient porteuse d'espoir pour d'autres. Si bien qu'une fois arrivé ici, son argent va être un peu l'aboutissement de cette démarche-là de migration. Et parler argent, parler de mettre de l'argent en commun dans ces situations-là est très compliqué. La personne va considérer que c'est à travers ce qu'elle gagne, à travers ses ressources propres, qu'elle va pouvoir matérialiser son projet migratoire. Et ça va reposer sur deux choses en particulier qui vont être importantes pour la personne.
D'abord, le fait de subvenir aux besoins de sa famille restée au pays. Alors ça, c'est une volonté propre, certes, mais aussi beaucoup de demandes, de sollicitations qui vont venir, de pression même, qui vont venir de la famille restée au pays, qui font que une partie du budget, de toute façon, est allouée à ce sujet-là. L'autre chose, c'est de concrétiser la réussite du projet migratoire. Ça peut être soit de construire au pays, soit d'y retourner aussi souvent que possible en, comment dire, en mettant en avant des signes de réussite. Ça va être des vêtements de marque par exemple, une belle voiture, etc. Donc autant d'argent qui vont servir finalement un projet personnel et pas un projet de couple. Et effectivement, sur ce sujet de l'argent, moi je sais pour l'avoir vécu que c'est un sujet qui est hautement épineux, mais c'est possible de progresser dessus avec beaucoup de temps, beaucoup d'explications et je pense aussi beaucoup de maturité de la part de la personne pour comprendre, pour essayer de faire l'équilibre en fait. Comprendre qu'à la fois, en étant investi dans un couple avec une femme, forcément ce qui va avec, ce sont des projets. Souvent pour réaliser des projets, il faut des sous, tout simplement, aussi bêtement que ça. Et donc comprendre qu'on peut continuer à avancer sur des projets personnels, soutenir sa famille, mais pas au détriment de sa vie ici, pas au détriment du couple que l'on forme avec une femme qu'on a choisie quand même dans le pays d'accueil. Donc voilà pour les 5 préjugés en question. Donc comme je le disais, l'aspect le plus négatif avec le préjugé, c'est qu'il va orienter les comportements. Ça veut dire que face à un Africain d'Afrique, avec tous ces préjugés-là, une femme va peut-être en fait mettre en péril une éventuelle belle relation parce qu'elle aura intériorisé ces choses-là et donc elle pourra avoir un comportement de rejet face à un homme qui finalement peut ne pas représenter tous ces préjugés ou en tout cas les matérialiser, les concrétiser. Donc ce qui est important et en fait c'est la même chose, peu importe le couple que l'on forme, que ce soit avec un Africain d'Afrique ou avec une autre personne, c'est de, comme je le dis, réussir à créer une unité à partir de 2 individualités, 2 personnes avec des parcours de vie, des attentes, des désirs, des idéaux qui sont très différents. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. Je vous retrouve très bientôt pour le live qui suit donc cette vidéo de témoignage. Vous pouvez comme toujours retrouver mes articles sur mon blog www.dimoimariama.wordpress.com. Vous pouvez également retrouver mes vidéos sur les différents réseaux sociaux. Et je vous dis donc à très bientôt et comme toujours, j'ai hâte.